Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui change un peu de celle que j'ai déjà pu faire, puisque cette fois-ci je vais me lancer dans une sorte d'interview auprès d'un pote à moi de licence. Vous verrez, la mise au point a décidé de faire des siennes pendant la vidéo, donc il y aura souvent des moments où ça va être flou, puis renet et tout, donc ça va être un peu chiant. C'est pour ça que vous pouvez totalement la mettre en bruit de fond et juste profiter de ce qu'on vous raconte. Bon visionnage. Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui peuvent être éventuellement des nouveaux. Oui. Bonjour Mathias. Bonjour Louis. Je te laisse te présenter. Yes, si tu veux. Mathias Soulol, je suis titulaire d'un Master 2 dans le cadre des sciences du sport. J'ai fait un Master 2 à l'INSERM pour étudier la mode de contraction excentrique. Je connais plutôt bien les sciences du sport en général. Je confirme. C'est plutôt mon dada. Et ensuite, là, à l'heure actuelle, je suis préparateur physique et formateur en ligne dans le cadre des sciences du sport et de la méthode scientifique au sein des sciences du sport. Très bien. Voilà. Et accessoirement, c'est mon pote. Accessoirement, ton pote. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo ? On va tout simplement parler d'affirmations, de questions qu'on peut avoir assez souvent dans le domaine de la musculation. Ouais. Et essayer de voir un peu le vrai, le faux, qu'est-ce qu'en dit la science, qu'est-ce qu'en dit la philosophie des sciences. Même. Ouais, de temps en temps, ouais. Et voir si c'est aussi simple que ça. Ou pas. Ou pas. On va voir. Pose tes questions, on verra. Alors Mathias, première question. Le hip thrust. Est-ce que c'est le meilleur exercice pour les fessiers ? Ouf. Attention, c'est rigolo parce que la question elle pourrait être posée avec n'importe quel autre exercice en réalité. Ouais. Parce que le curl biceps c'est le meilleur exercice pour les biceps et ainsi de suite. Ça veut dire quoi meilleur ? En fait, meilleur pour quoi en fait, au regard de quoi ? Meilleur pour l'hypertrophie, meilleur pour la force maximale, meilleur dans le cadre d'une préparation physique, meilleur dans le cadre du plaisir de pratiquer le hip thrust. Ça peut être meilleur dans tout quoi. Ouais. Donc là en l'occurrence mon hip thrust il a un vecteur biomécanique de type horizontal et pas vertical comme pourrait l'être un squat. Donc c'est un bon exo fessier, d'engagement en fessier pour éventuellement ce type de vecteur. Donc un sprinter il a ce vecteur là. Donc pourquoi pas ? Il y a quelques études, par exemple de Brett Contreras dans le cadre des 2015-2016 qui avaient tendance à montrer une légère amélioration des temps au sprint de 10 mètres, 20 mètres avec du hip thrust en comparaison du squat classique. D'accord. Tu vois. Mais bon, ça rajoute quelques millisecondes, ça rajoute pas. Ouais. Donc est-ce que c'est le meilleur exo ? Ouais, je sais pas pourquoi c'est le meilleur, tu vois. Mais si on précise un peu plus la question en disant dans le cadre de l'hypertrophie. Dans le cadre de l'hypertrophie, non, c'est pas le meilleur exo, c'est un exo parmi bien d'autres, tu vois. Mais il a pas l'air d'augmenter ou d'engendrer davantage de synthèse protéique que d'autres exos, et de la synthèse protéique répétée dans le temps, c'est très probablement un des marqueurs ou un des prédicteurs de l'hypertrophie, des réponses hypertrophiques chez les individus, bien que ça se discute. Non, il a pas l'air meilleur que les autres. Et si on regarde au bout de quelques semaines chez des débutants, il donne pas de meilleurs résultats qu'un squat, il donne pas de meilleurs résultats qu'un autre exercice. Donc que des fentes, que des step-up. Là en l'occurrence, si tu vois par exemple, si on parlait de l'activation musculaire au niveau des fessiers grâce à de l'électromyographie, c'est pas le hip thrust qui arrive en première position, c'est plutôt un step-up sur box par exemple, tu vois. Donc si tu veux activer entre guillemets tes fessiers, dans le sens les ressentir éventuellement, ou avoir une activité électrique et donc un recrutement des unités motrices, vaut mieux que tu fasses du step-up plutôt que du hip thrust. D'accord. Donc tu vois, meilleur, je sais pas ce que ça veut dire, tu vois. Ce qu'on voit sur l'électromyographie, est-ce que c'est vraiment un prédicteur d'hypertrophie ? Pas forcément. Non, l'activité musculaire, c'est pas un prédicteur d'hypertrophie. D'autant qu'on sait pas toujours exactement ce que ça mesure. Ce que ça mesure, c'est une différence de potentiel au niveau des électrodes. Mais qu'est-ce que c'est censé représenter ? On pense assez consensuellement que ça représente une dépolarisation de la membrane au niveau du muscle, donc du sarcolème. Mais au-delà de ça, c'est très difficile d'interpréter quoi que ce soit, parce que les méthodes que l'on a actuellement, elles ne permettent pas nécessairement, ou en tout cas avec une certaine marge d'erreur, d'estimer l'activation au sens strict du terme musculaire. On estime l'excitabilité de la membrane pour être plus exact, mais on n'estime pas au sens strict du terme l'activation musculaire. Il n'y a pas toujours de lien entre les deux. Ouais. Donc on peut s'en servir, mais c'est beaucoup plus compliqué que juste dire hip thrust égale activation fessier et activation fessier égale hypertrophie, c'est pas vrai. Donc hip thrust meilleur exo,
Ça dépend. Ça dépend. Un peu ça, ouais. C'est ça. Deuxième affirmation, bouger, c'est mieux que d'être sédentaire. Oui. Oui. Voilà, c'est hyper large comme C'est affirmation. large comme un... Ouais, bien sûr que c'est mieux. Mais c'est mieux. Alors, en dehors des cas pathologiques extrêmement spécifiques, Voilà, où là, pour le coup, toi et forcément. moi, je pense pas qu'on soit compétents pour discuter, légitimes et compétents pour discuter de ces questions. Tout à fait. Mais dans le cadre général des individus, on va dire relativement sains, oui, il me semble que c'est préférable de bouger. Ensuite, bouger pourquoi? Si c'est bouger pour maintenir un certain niveau de forme et donc limiter tes risques cardiovasculaires, limiter tes risques au niveau de la santé en général, oui, il me semble que c'est toujours positif. Est-ce que bouger c'est suffisant pour atteindre des objectifs de perte de poids ou de gain de masse musculaire ou d'amélioration des capacités cardiovasculaires? Non, pas forcément. Ça va devoir correspondre à un minima de critères à Il y aura engager. d'autres critères qui vont jouer, autres que simplement l'activité. Oui, c'est ça. Mais ensuite, bouger en général. Bouger, ça veut pas juste forcément dire faire du sport. Ça peut aussi dire passer l'aspi, faire le ménage, faire la vaisselle, rester debout, marcher Ce qu'on bêtement. appelle la NEAT. Le NEAT. Le NEAT. Ouais, nous on dit le, mais bon, ensuite on s'en fout, tu vois, mais on n'est pas l'Académie française. Mais oui, le NEAT. Non-Exercise Activity Thermogenesis. Donc la thermogénèse liée à l'activité qui serait dite non-exercice, donc non sportive, si on veut résumer ça comme ça. Donc c'est une activité spontanée en général. Morale de l'histoire. Bouge dès que tu peux. Bougez votre cul. Ouais. Dès que tu peux, bouge. Ouais. L'autre morale de l'histoire, c'est que il vaut mieux faire mal un exercice plutôt que de ne rien faire du tout. Ouais, ça dépend de ce qu'on appelle faire mal. Ouais. Disons qu'il n'y a pas de nécessité à ce que tu maîtrises à la perfection un exercice pour le réaliser, en fait. Là, c'est vrai que en salle de sport, certains coachs passent leur temps à corriger les individus qui viennent déjà faire l'effort de faire du mouvement, de s'entraîner, de bouger. Je ne crois pas que ça soit une attitude tout à fait soutenable. Puisque ça peut engager une forme de non-adhésion à l'entraînement, parce que la personne qui va venir s'entraîner, elle trouve ça chiant, quoi. Et puis ça peut même engendrer chez certaines personnes une kinésiophobie. Oui, C'est-à-dire une sorte de peur du mouvement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais un mouvement, non, j'évite de le faire parce que si je le fais mal, je vais me faire mal. Et donc, tant pis, j'ai pas envie de me faire mal. Non, en fait. Tant pis, fais-le, tu vas bien t'adapter à un moment. De toute façon, les risques de blessures sont relativement rares dans le cadre de la musculation. Alors bon. Et j'imagine d'ailleurs que la peur de se faire mal fait plus de mal. Fait plus de mal, ouais. Fait plus de mal que mal faire un exercice. Ouais. Donc, est-ce que être perfectionniste, c'est une nécessité pour bouger ou pour rendre la condition bouger supérieure à sédentarité? Non. Pas sûr du tout. Non, pas sûr du tout. Non. Bouge et tu apprendras de toute façon à réaliser un exercice le mieux possible ou avec le moins de risques possible, mais plus tard. On enchaîne. Ouais. Le no pain no gain. On est d'accord que ça marche. Ça marche. Ouais. Ça marche. Ça veut dire qu'il faut se tuer à la salle. Bien Ça veut sûr. dire qu'il faut aller brûler aux enfers. Non, j'en sais rien si ça marche. Faire des séances de 3 heures, faut aller à l'échec musculaire. Ah, c'est ça le truc. Putain, j'ignorais que le secret était là. Non. Non. Ça dépend ce que tu mets derrière No Pain No Gain. Si derrière No Pain No Gain, tu dis bon, il faut quand même que je fasse un minimum d'efforts et que j'ai un minimum de quotas à remplir en termes de contraintes mécaniques imposées au corps pour que je puisse progresser, Voilà. Oui. Effectivement. Mais si derrière No Pain No Gain, tu me dis à la fin de la séance, faut que je sois mort, dans le sens mort, dans le sens épuisé, je me sens fatigué, je suis au bout parce que j'ai tout donné, voilà. Ouais. Alors non. Non. Là, très clairement, on a une littérature scientifique beaucoup plus solide que ce que certains veulent bien admettre, qui a tendance à nous montrer que en garder sous le pied, c'est-à-dire garder quelques répétitions de réserve, c'est mieux, ou c'est au minima l'équivalent que d'aller jusqu'à l'échec, c'est-à-dire de ne plus pouvoir faire. Ouais, en termes de gain sur l'hypertrophie et la force. Tu vois, si je prends le même volume d'entraînement et la même intensité de charge, alors si je fais 1 à 2 répétitions de réserve,
En réalité, la marge est peut-être un petit peu plus large que ça, c'est presque Ouais. 5. C'est entre 1 et 5 répétitions de réserve. Alors mes gains de masse musculaire seront identiques. D'accord. Et mes gains de force aussi. Identiques, voire parfois supérieurs, parce qu'il arrive que s'entraîner jusqu'à l'échec de manière constante à tous ces entraînements, ça a une tendance à engendrer davantage de fatigue neuromusculaire. D'accord. Et donc à ne pas pouvoir faire le même volume à la séance suivante. Est-ce que c'est une forme de surentraînement du coup? C'est une forme de surmenage, pas de surentraînement. D'accord. Un surentraînement, ça serait vraiment un palier au-dessus, et on a quand même quelques critères dans le cadre personnel du sportif et de la sportive, Ouais. du sportif et de la sportive, pardon, à cocher avant d'arriver à conclure que c'est du surentraînement, D'accord. tu vois. Donc il y a une perte de sommeil, il y a une perte d'appétit, il y a une augmentation du stress très forte, il y a une fatigue constante, tu vois, il y a de ce genre de critères à cocher. Tant que t'as pas tout ça, mais que tu te sens malgré tout fatigué avec une légère diminution de performance sur les jours qui suivent, Ouais. on préférera le terme surmenage. D'accord. Surentraînement, c'est quand ça prend le pas sur ta vie quotidienne en gros. Exactement, ouais. Donc non, no pain, no gain, ça dépend ce que tu lui mets derrière. Et est-ce que derrière, il faut du more pain, more gain? Non. Clairement pas. Non, surtout pas. Je pense pas que, au vu de ce qu'on sait à l'heure actuelle des adaptations dans le cadre de l'hypertrophie, de la force, non, je pense pas que ça soit une bonne solution. Je pense qu'il vaut mieux en garder sous le pied et faire en sorte que tu puisses t'entraîner le plus longtemps possible, plutôt que de subir à un moment un contre-coup de la fatigue que tu es en train d'installer. Ça serait problématique. Ouais. Parce que ça veut dire que tu vas devoir diminuer ton volume d'entraînement, diminuer éventuellement la fréquence de tes entraînements si tu es trop fatigué, et donc au final ne pas assez stimuler, ou pas autant que ce que tu aurais aimé souhaiter, et donc ne pas avoir autant de gains que ce que tu aurais souhaité. Donc C'est bof, dommage. ça serait dommage, effectivement. Et est-ce que le fait de garder des répétitions de réserve ou aller à l'échec musculaire induisent les mêmes gains en termes d'hypertrophie ou de force? Ça oui. Est-ce que c'est le cas chez tout le monde? Ou est-ce qu'on a quelques cas pour qui ça répond mieux d'aller jusqu'à l'échec? Ouais. Comme d'habitude dans le cadre des sciences du sport, mais dans le cadre des sciences en général, Ouais. on est censé suivre une répartition de certaines valeurs selon une loi normale, donc c'est une forme de cloche, en fait, tout simplement. Et donc ça veut dire qu'il y a toujours des gars aux extrêmes, c'est-à-dire des gars qui réagiront vraiment beaucoup mieux à garder des répétitions de réserve par rapport à des individus, par rapport à une condition où on irait jusqu'à l'échec. Il y en a d'autres, c'est complètement l'inverse. Ils répondront mieux à l'échec que aux répétitions de réserve, mais en général, pour la très grande majorité de la population, il y a des gains identiques entre les deux conditions. Donc, à moins de te penser complètement égocentrique et non, mais je veux dire tellement spécial que de toute façon tu ne répondras pas comme la moyenne des gens. Non, c'est pas vrai. Il y a plus de chances que tu sois aux alentours de la moyenne et donc à réagir comme la moyenne plutôt qu'à réagir comme un mec spécial. C'est pas vrai. C'est possible, C'est possible. mais peu probable. Mais peu probable. Tout C'est ça. comme le fait de dire les femmes sont plus petites que les hommes, on dit juste que la moyenne de la taille des femmes est inférieure à la moyenne de la taille des hommes. C'est ça. Mais c'est évident que oui, on aura des exemples de femmes plus grandes que certains hommes. Ah oui, complètement. Ouais. C'est évident. Ouais, bien sûr. On enchaîne. Comment je dois m'entraîner quand j'ai un biceps court? Il va falloir que tu m'expliques deux choses. Un, comment tu sais qu'il est court? Et deux, quelle est ta référence pour affirmer qu'il est court? Et ouais, ça dépend de beaucoup de choses, j'imagine. En fait, alors, premièrement, quand tu dis qu'il est court, généralement, le visuel premier que tu as, qui sert de critère pour définir qu'il est court, c'est uniquement l'insertion distale du muscle. C'est quasiment vrai pour l'ensemble des muscles de notre corps. Distal, on rappelle, c'est... Au plus loin du c'est centre. voilà. Au plus loin du centre. Donc l'insertion proximale se situe au niveau Là, de pour le l'épaule, biceps, voilà. au niveau de l'épaule, d'accord, Alors que l'insertion distale, c'est au niveau de la tête. de l'avant-bras, je Ouais, sais plus je sais plus exactement où ça se met. C'est pas très important pour C'est là, l'image. quoi. Voilà. Mais c'est là. Donc, en distal, oui, tu pourrais éventuellement t'amuser à dire oh, j'ai 2 doigts d'écart, 3 doigts d'écart, comment on s'est amusé à le faire. Ouais. Et en proximal, Qu'est-ce que t'en sais? Et en proximal, qu'est-ce que t'en sais? Alors, à moins que t'aies la vision de Superman et que tu sois capable de faire des ultrasons, je te le souhaite, hein, ça serait absolument fantastique, mais je crois pas qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de faire ce genre de prouesse. Donc, tu ne sais pas comment elle est.
Et par rapport à quoi tu me dis C'est ça. que c'est court? Tu me le dis par rapport à la taille de l'humérus? Tu me le dis par rapport au rapport que j'ai entre la partie tendineuse et la partie musculaire? Je sais pas à quelle référence tu fais. Moi, quand je dis que le micro, les deux micros qui sont là, le mien et le tien, quand je dis que mon micro est plus petit que le tien, je ne peux affirmer ça que parce que j'ai comparé Voilà. à ton micro. Mais en fait, si je dis que mon biceps est court, je dis que mon biceps est court par rapport à quoi? À la moyenne des individus, à toi-même, à un autre rapport que tu aurais arbitrairement fixé. C'est trop flou, large. quoi. C'est trop large. Non, moi, j'ai pas de problème avec ça, mais c'est trop large. Il faut Donc, que tu me définisses un tout ce truc. qui est morpho-anatomie, Bah, tout ce qui est morpho-anatomie, ça pourrait avoir du potentiel explicatif sur certains phénomènes. Encore faudrait-il fixer les références, qui, à l'heure actuelle, j'en suis navré, malgré tous les bouquins et les millions d'exemplaires qui ont été vendus à travers le monde de notre chaire de la vie et Gundil, de nos chaires de la vie et Gundil, il n'y a toujours pas de référence qui est fixée et il n'y a toujours pas d'études sérieuses qui sont sorties sur le sujet. Donc je suis navré, mais pour le moment, même si c'est intelligent d'y penser, oui, pour le moment, il serait plus prudent d'admettre qu'on ne sait pas. Voilà. Ou ça que c'est semble avoir un intérêt. mais il faudrait davantage de précision dans ce qu'on appelle quelque chose de court ou quelque chose de long. De long. Ouais, exactement. Donc là, on parle de muscles, mais on a aussi les longueurs osseuses, les longueurs de segments. On peut très bien avoir les mains qui arrivent à mi-cuisse quand on a les bras tendus. Est-ce que ça veut dire que j'ai des bras qui sont longs? Est-ce que ça veut dire que j'ai un buste qui est court? Ouais. Bah, on sait pas. Voilà. Il faut que tu me donnes une ref. Et en fonction de ça, toutes les implications derrière, vont changer. Seront beaucoup plus claires, tout du moins. Au moins, ouais. On a complètement oublié de faire une outro parce que c'était à la base une seule et même vidéo, puis quand on a vu qu'elle était totalement longue, on a décidé de la couper en 2 vidéos. Donc là, vous venez de terminer la partie sportive et on va attaquer la partie nutrition dans une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à aller rejoindre Mathias sur ses réseaux, je le mettrai dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo qui parlera cette fois-ci de nutrition.